tir, Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Piquant! Bonsoir les jeux de la semaine! Mais quel arrêt de la part de côté quasiment bon! Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! L'Assurantiel est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Claude Morin, une légende de la LNH. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. Désolé, je sais pas qu'est-ce que ça avait de l'air, le départ. Je m'entendais en double, je suis en train de partager là, sur les différents groupes le podcast, donc... Dave, t'es de retour chez toi. Le voyage au Brésil est terminé, là? Yes, de retour au Québec. On s'ennuie un petit peu de la température, mais au moins le printemps arrive tranquillement. Fait que c'est moins pire que revenir à -20 avec des bancs de neige. Au moins, ça c'est en train de se placer. Fait que, donc, c'est le fun. Puis en même temps, les séries, ma saison. Leur cours, là, on connaît déjà un des finalistes. C'est ça, tu sais, ma saison en tant que commentateur sur TVLNH est pas terminée suite à mon voyage. Donc, il va y avoir des matchs des éperviers en finale. Fait que ça va être le fun d'avoir la chance de décrire un match de finale quand j'ai vu que Sorel avait réussi à gagner leur série. Là, j'étais content quand je pensais à ça. Je pense que ça va être. Je trouve que c'est un peu un honneur. Parlons-en un petit peu d'entrée de jeu, David. Du côté de la série épervier nationale, donc les éperviers qui ont gagné jeudi et vendredi, ont balayé la série en 4 contre le national pour gagner leur place en finale. Tu as vu les parties, si tu peux peut-être nous résumer là, dans son ensemble les grandes lignes. Ouais, tu sais, c'est une série en 4 matchs. Oui, on peut regarder ça froidement et dire que ça a été expéditif, mais ça a quand même été des matchs serrés. Il n'y a pas un match où le national a été déclassé. Je dirais même que, tu sais, match numéro 1 qui sera en prolongation, tout peut arriver en prolongation. Si le national gagne le premier match, ça aurait pu être une toute autre série qu'on a eue. Mais les éperviers ont gagné ce match-là. Ensuite de ça, on réussit là, justement à tenir le national en écart. Philippe Desrosiers continue à date ses séries complètement incroyables. Pas permis au national de marquer plus que 2 buts là, à chacun des matchs. Puis du côté du national, il y avait un message aussi que je pense que j'avais vu là, sur les posts là, des fans qui disaient que peut-être que le national avait un peu vidé la tank, comme on dit, dans la première série contre le Cool pour réussir à sortir le Cool FM. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça aussi. C'est sûr que l'absence de Francis Paré aussi, ça fait mal. Là. C'est quasiment là, un but par match de moins là, qui était responsable là, dans la première série contre le Cool. Donc, c'est un peu tout ça les éléments, mais je pense que Québec peut être fier quand même de leur performance. C'est sûr, ça aurait été le fun au moins qu'ils aient cherché un match ou deux, mais ça a quand même été des matchs, là, des 3-2, pas mal tout le temps. Je pense qu'il y a eu un 3-1, là, mais c'était pas mal tout le temps 3-2 tout le temps. Fait que, on n'a pas été déclassé du côté de Québec. Fait qu'on peut être fier de cette première saison-là. On a vu aussi le reportage là, de Stéphane Turcot, là, le journaliste de TVA qui, justement, était revenu sur cette première saison-là en entrevue avec les propriétaires de l'équipe. J'ai bien aimé ce que Jimmy Gagné a dit que lui, tu sais, qui disait que dans une saison, souvent, il y avait des hauts et des bas, mais que selon lui, la saison nationale, ça avait plus été des bas et des hauts, dans le sens que ça avait été en progression constante là, toute la saison. Donc, ça avait été difficile au début de l'année. Les foules, il y avait des 700, des 800, mais vers la fin de la saison, on était pas mal tout le temps au-dessus du 1000, même qu'en série, là, la moyenne qui était probablement aux alentours de 1500, 1600. On a même là, rempli une salle comble là, dans le 6e match contre Saint-Georges. Donc, je pense que c'est une belle façon de finir l'année. Puis je pense que ils ont dit qu'ils reconfirmeraient là, rapidement dans les prochaines semaines. C'est de retour l'année prochaine, mais je pense que ça a quand même.
on peut s'attendre. Les propriétaires dans l'entrevue avaient l'air de dire qu'ils étaient tous prêts là, à revenir. Donc, c'est sûr que ça va falloir que ça soit confirmé, mais je pense que ça a quand même bien terminé la saison inaugurale du National. Puis il y a quand même des belles découvertes qu'il y a eu dans cette équipe-là sur lesquelles on peut bâtir. Là. Je pense des joueurs qui me viennent en tête, Alex Labbé qui a super bien fait en série, un joueur de la place très rapide. Pierre-Luc Veillette aussi qui a connu des super belles séries. En défensive, c'est sûr que Marc-Éric Bourque a raté les 2 premiers matchs de la demi-finale, mais lui aussi, ça a quand même été une belle trouvaille cette saison. Je pense qu'il va progresser, il est encore jeune, il va pouvoir s'améliorer. Fait que, non, il y a quand même beaucoup de positifs là, du côté de Québec. Parler de la confirmation aussi qu'on avait des bons gardiens avec... ben oui, évidemment, sans on peut. Sans côté exact. Et peut-être si on parlait de l'autre série là, entre Laval et Rivière-du-Loup, il y avait 3 matchs en fait, le vendredi, samedi et dimanche, et les 3 matchs ont été remportés par les 3L. Ben oui, ça, je ne sais pas si on peut dire une surprise, mais quand même, je pense pas qu'on s'attendait à ce qu'une équipe ou l'autre balaie les 3 matchs dans la fin de semaine. Pour dire que sans rien enlever aux 3L, dans le match de vendredi, puis même dans le match de samedi, j'ai trouvé que les pétroliers ont manqué de chance un peu. On a pogné plusieurs poteaux. Dans le match de samedi, dans la dernière minute de jeu, c'était égal. Tristan Pomerleau qui fait un jeu complètement incroyable pour arrêter la rondelle, sa ligne rouge, quand Boily avait fait l'arrêt comme partiellement, sauve son équipe, dans le fond, sauve le match, puis après ça, on va gagner en prolongation. Donc, je pense que, tu sais, il faut être opportuniste dans le hockey, puis certainement, les 3L l'ont été. Je voulais aussi parler de Jason Lavallée, que éclos cette saison, a marqué tant samedi et dimanche, les deux, c'est sûr qu'on va les voir dans les jeux de la semaine, a marqué 2 buts là, vraiment spectaculaires. Là, de faire ça en série dans des gros moments, là, c'est quand même quelque chose. Fait que je voulais parler un petit peu de sa performance. Sinon, ben, les 3L, c'est ce qu'on a vu toute la saison, puisque j'ai répété plusieurs fois, mais que c'est vraiment 4 trios équilibrés. Les 4 trios, encore une fois, ont marqué des buts en fin de semaine. Fait que, c'est comme... Il n'y a pas d'attaquant vedette, entre guillemets, mais c'est tous des attaquants qui sont capables quand même de produire puis qui ont quand même une certaine constance. Fait que c'est dur pour une équipe là, d'avoir 4 trios à surveiller. Dans le deuxième match, dans la victoire de 5-4, les 5 buts des 3L, c'est quand même 5 marqueurs différents. Donc, ça illustre quand même que c'est une attaque par comité, comme on dit. Exact. Ça a été ça toute la saison, puis ça continue d'être la recette de leur succès en série. Puis du côté de Laval, il ne faut pas baisser les bras. Comme j'ai dit, on a manqué d'opportunistes en fin de semaine. Il faut juste être plus opportuniste, la mettre dedans quand on a des chances. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même 2 matchs. Si on continue, si on gagne, ben c'est quand même 2 matchs sur 3 qui restent dans la série qui joueraient à la maison. Fait que ça, c'est du positif. Ça commence jeudi, le match numéro 5. Fait que la pente est grosse à remonter, mais c'est pas impossible. Rivière-du-Loup a gagné 3 matchs de suite. C'est faisable pour Laval. Je pense que il va falloir que Laval soit sa tâche, puis on n'a plus le droit à l'erreur. Puis je pense aussi que il va falloir trouver une façon là, parce que Étienne, le match de samedi que Laval a marqué 4 buts, c'était Émilien Boily, mais Étienne Monpetit est vraiment dans son élément en ce moment. Première étoile, là, 44 tirs dans le premier match, là, le blanchissage. C'est ça. Puis dans le troisième match aussi. C'est ça. Il vient de donner 2 buts en 2 matchs, fait qu'il va falloir trouver une façon là, de le déranger ou de justement réussir à la mettre dedans. Mais je pense que ça c'est de bon augure. Puis du côté de Sorel-Tracy, ben maintenant on va regarder ces matchs-là attentivement, j'ai l'impression, en fin de semaine. C'est un peu, je pense que pour la Ligue, le match-up qu'on va avoir en finale, c'est un peu un win-win selon moi, parce que tu sais, Sorel-Laval, 2 clubs super proches, les buildings vont être pleins, ça va être la grosse rivalité, ça va être le fun. Puis même si les alignements ont changé, un Sorel-Rivière-du-Loup, ben, ce serait quand même 3 fois depuis 2016 que c'est ce match-up-là en série. Fait que tu sais, c'est quand même, il y a de l'histoire entre les deux organisations. Rivière-du-Loup a gagné en 2016, Sorel avait gagné en 2018. C'est sûr que ça commence à faire un peu de temps, mais c'est quand même
Je pense que du côté tant de Rivière-du-Loup que de Sorel, on se rappelle qu'on a déjà joué contre en finale. Fait que, ça va être bon pour les fans aussi. Fait que, à suivre. À suivre. Et petite nouvelle en terminant, la LHJMQ là, qui a sorti ses prochains intronisés au Temple de la Renommée. Et puis Mathieu Benoît et Patrick Lebeau là, qui ont touché à la LNAH. Donc Mathieu Benoît, là, qui est une légende là, qui n'a plus besoin de présentation. Et Patrick Lebeau là, qui a joué quelques matchs là, avec le Saint-François de Sherbrooke là, au tournant des années à la fin des années 2000. Exact. 2010, là, au courant des années 2010. Mathieu Benoît qui a longtemps été le meilleur marqueur d'histoire de la Ligue nord-américaine avant que Kevin Cloutier le dépasse, là, de ça quelques années. Yes. Avant d'y aller avec notre invité, peut-être dire quelques salutations. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir les boys. Danny Charette qui dit bonsoir les gars, ça va. Jean-Paul Veilleux qui dit go Garaga, donc je pense qu'il va avoir hâte de voir notre invité. Kimberly Boucher là, qui demandait là, si on avait écouté les matchs. Donc on en a un peu parlé. Jérôme Lévesque là, qui dit bonsoir messieurs. Jérôme qui a sorti une belle vidéo également là, sur le groupe là, excusez-moi, des 3L. Si vous voulez aller voir son vidéo. André Lessard qui dit salut les boys. Céline et Gilbert là, qui sont contents de voir les éperviers en finale. Donc, ensuite, Céline et Gilbert, là, quand on parle de fans, là, l'année dernière, les éperviers, c'était pas la meilleure saison, là, mais même quand Sorel mangeait des tapes, comme on dit, là, des 5-0 des 6-1, suivait quand même l'équipe à tous les matchs, allait sur la route. Fait que, ils l'ont mérité, je pense, l'apparition en finale de Sorel cette année. Et Danny Charette qui dit je pense que David a passé plus de temps dans la chambre qu'au soleil parce qu'il n'est pas tant bronzé. Donc, j'ai un petit peu de couleur. Là. C'est bon. Donc, on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir. Yes. Claude Morin, légende de la LNAH, comment ça va? Bonsoir les gars, ça va très bien, vous autres? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Donc, on reçoit un joueur là, que c'est lettre de noblesse là, dans la Ligue, membre du club des 500 points, un des rares joueurs à avoir marqué 100 points dans une saison également, gagné la Coupe, 2 fois aussi la Coupe Allen. Je pense que tu as joué aussi pour la Nagano Cup 2002-2003. Donc, grande carrière dans la Ligue. 8 saisons seulement, mais a performé là, à chaque saison. Oui, ça a quand même bien été. Oui, 8 saisons, ça a été vraiment des belles années de hockey. J'aurais aimé ça d'en jouer plus que ça, mais j'ai fait mon entrée dans la Ligue à 30 ans, donc j'ai quand même joué jusqu'à 38 ans, puis rendu là, commençait à avoir un petit peu moins de gaz, puis il était le temps de faire d'autres choses. Fait que ça a été vraiment des belles années dans la Ligue nord-américaine. Puisqu'on est dans les séries de la LNAH là, présentement, est-ce que tu suis encore la Ligue? Un petit peu. Je ne vous cacherai pas que là, il y a moins de joueurs maintenant. Ça fait quand même bientôt 15 ans là, que j'ai arrêté de jouer. Fait que, ça fait 15 ans, ouais. Fait qu'il y a moins de joueurs que je connais. Par contre, il y en a maintenant dans des positions d'entraîneurs, de dirigeants, de directeurs généraux, même de propriétaires qui sont des amis ou des liens familiaux. Donc, oui, je suis encore un peu. C'est sûr, un petit peu moins parce que moi, je suis beaucoup plus impliqué au niveau collégial. Mais j'aime toujours ça. Et puis, quand on retourne en Beauce pendant le temps des fêtes, on va toujours voir un match. Et puis là, c'est sûr que vu que Saint-Georges est éliminé des séries, je n'aurai pas la chance de faire ça la fin de semaine prochaine. Mais oui, je suis quand même encore ça. Je vois maintenant qu'avec 8 équipes, c'est le fun. C'est vraiment un beau circuit. Puis c'est un très, très beau calibre. Fait que c'est toujours le fun de suivre les activités de la Ligue. Originalement, tu es de Sainte-Marie, donc tu as joué beaucoup, la plupart de tes années dans la Ligue là, avec le Cool FM. Tu étais un joueur local, là, pratiquement.
En effet, ouais, 6 ans avec Saint-Georges, 1 an avec Québec et la dernière année, on a déménagé à Pont-Rouge, donc j'ai terminé ma carrière avec Pont-Rouge. Donc, on va parler un peu aussi de ta carrière là, qui est pas juste de la LNH, là, mais carrière professionnelle. Tu as fait une belle transition par la suite. Là, on voit justement avec ton gilet André Laurando AL. Donc, maintenant, tu es responsable là, des sports au Cégep André Laurando. Exactement. Je me considère chanceux. Pendant mes années à jouer dans la Ligue nord-américaine, j'étais directeur de compte chez Bell Mobilité. Une très belle carrière, un bel emploi sur la route. Ça me permettait de bien conjuguer justement le hockey. Puis ça a été une belle transition d'après-carrière en revenant de l'Europe. Mais au moment où je suis déménagé à Montréal ici, j'ai débuté avec Bell pendant 8 mois seulement. Puis là, il y a eu une opportunité d'emploi au niveau des sports dans un cégep. La ligue collégiale renaissait de ses cendres un peu, là, revenait à la vie un petit peu parce que ça avait déjà été une très, très, très belle ligue. Puis il avait cessé les opérations pendant une dizaine d'années, donc il revenait là. J'avais travaillé un petit peu avec le cégep de Saint-Laurent à Québec comme bénévole lors de mes 2 dernières saisons, justement dans la ligue nord-américaine. Et puis, mon bon ami Mike Labadie de Saint-Laurent me dit peut-être qu'André Laurando, il aurait peut-être besoin de quelqu'un, il avait entendu parler. Donc, en arrivant, je suis allé rencontrer les dirigeants là-bas et puis j'ai donné mon nom. Oui, il y avait un poste qui s'ouvrait, j'ai appliqué parce que c'était quand même un concours ouvert, puis il y avait des gens à l'interne qui désiraient le poste aussi. Mais j'ai passé les entrevues, j'ai été choisi, puis on a débuté l'aventure ensemble en 2010 avec André Laurando, partant un nouveau programme de hockey et plusieurs autres sports éventuellement aussi. Donc maintenant, je gère environ 260 athlètes, 14 équipes sportives, un centre sportif. Donc on a plusieurs sports, différentes disciplines, des équipes de gars et de filles, dont 4 équipes de hockey. Fait que c'est sûr que ça, c'est le fun aussi, mais on a plusieurs autres sports là, bien intéressants. Donc on offre des opportunités aux jeunes de venir chercher un diplôme, se développer au niveau sportif et humain. Et puis, en espérant les amener au prochain niveau ou sur le marché du travail. Quand on se parlait un petit peu au téléphone ce matin, on parlait un peu de la culture là, de André Laurando là, que tu essayais d'amener. C'est une culture que tu as connue là, pour avoir passé du temps dans des universités américaines. C'est un peu la reconnaissance là, du programme par les athlètes qui sont passés par là, les alumni, puis il y a beaucoup d'événements aussi là, pour rassembler les anciens. Exactement, on essaie de faire ça beaucoup. J'ai pas réinventé la roue en arrivant là. J'ai parti de l'expérience que j'avais vécue moi comme jeune étudiant athlète et comme étudiant athlète universitaire dans la NCAA. J'ai amené peut-être un petit peu l'expérience que j'ai vécue en Europe aussi au niveau participation, fans, marketing un petit peu, des idées quand même innovatrices là-bas aussi. Puis on a essayé de monter le meilleur programme possible, puis on a été chanceux. On a eu l'approbation de la direction. La direction voulait vraiment se démarquer avec les sports. Cégep André Laurando n'était pas nécessairement reconnu tant que ça pour les sports. Il y en avait un petit peu, mais il voulait vraiment se démarquer et puis se faire connaître avec les sports. Donc, j'ai été engagé pour développer tout ce volet-là. Et puis, on a travaillé très fort. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bonnes personnes qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé. Et puis, on a monté vraiment un beau programme maintenant. Là. Je suis très fier des choses qu'on a accomplies, puis toujours très fier de continuer de travailler année après année avec le groupe d'entraîneurs, le personnel d'encadrement, la direction du cégep, tous les employés qui supportent nos jeunes au niveau académique et puis tous les parrains, les étudiants athlètes qui nous font confiance dans les différentes disciplines. Vous avez un ambassadeur là, au Cégep André Laurando qui est quand même aussi connu de la LNH, l'ancien commissaire Michel Godette, là, qui est un grand ambassadeur là, du Cégep. Ben, en effet, un peu hasard, bien entendu, M. Godette, on s'est connus très, très bien lors de ces années à diriger la Ligue lorsque j'étais joueur. Et puis quand je suis arrivé à la salle, ben j'ai vu qu'il était propriétaire de plusieurs commerces au niveau de l'automobile qui étaient à 5 minutes du cégep. Donc, j'ai été le rencontrer. Je lui ai demandé s'il y avait de l'intérêt
à nous aider, à nous supporter comme partenaires. Et puis, il a grandement accepté. Il était très heureux de nous aider. Travailler avec son fils aussi. Donc, il a supporté les équipes pendant plusieurs années. Et puis, il y a 2 ans, on a lancé une campagne majeure aussi pour ramasser des fonds pour la Fondation et pour différents projets là, d'infrastructure. Et encore une fois, je me suis tourné vers lui et je lui ai demandé s'il acceptait la présidence d'honneur de notre campagne de financement, de notre cabinet de campagne. Et il a accepté aussi. Donc, en réunissant plusieurs gens d'affaires de la région du Sud-Ouest, lui s'est impliqué aussi puis il nous a aidés. Donc, c'est toujours le fun. Quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui connaît le milieu du sport, un excellent homme d'affaires. Donc, il nous a aidés beaucoup et puis j'en suis grandement reconnaissant. Une des conditions là, qu'il puisse s'impliquer, est-ce que c'était de pouvoir prendre la parole et puis de raconter l'histoire de la fameuse Coupe Allen avec Claude Morin qui est l'équipe? J'imagine que tu l'as entendu toi aussi. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui, ben c'est un peu un running gag avec moi et M. Godette quand on se voit. Puis je le dis à tous les gens de la communauté du Cégep. La première fois que j'ai été le rencontrer avec mon patron, puis après ça, chaque fois qu'on a eu des rencontres, puis qu'il y a eu d'autres gens interposés, il raconte toujours l'histoire de la Coupe Allen à Powell River en 2002, où avec l'équipe de Saint-Georges, on était là. Puis lui, ben, comme commissaire de la Ligue, nous a accompagnés pendant toute la semaine. Donc, on a passé vraiment 7 jours, 8 jours là-bas en Colombie-Britannique. Et puis, on a dû surmonter tous les obstacles au monde pour battre l'équipe locale en demi-finale. Puis, j'ai eu la chance de marquer le but en prolongation lors de ce match-là. Puis, depuis ce temps-là, ben, on a gagné le match suivant en finale pour amener la Coupe Allen au Québec. Et depuis ce temps-là, à chaque fois que M. Godette s'adresse, ben, il a participé à différents galas aussi au niveau des sports. Chaque fois qu'il m'introduit ou qu'il me présente ou qu'il parle de moi, il aime ça raconter cette histoire-là. Fait que c'est un peu un running gag, mais en même temps, ça rappelle des beaux souvenirs parce qu'on a tellement vécu une semaine incroyable. C'est des souvenirs qui restent gravés à jamais. Puis, on a eu toutes les embûches du monde. Je me souviens. C'est quoi ces embûches-là, justement? Là, ben, premièrement, on était l'équipe, la seule équipe francophone, l'équipe du Québec. La Coupe Allen dans l'Ouest canadien, c'est quand même un trophée extrêmement prestigieux. Pour que les gens qui le connaissent pas, cette coupe-là est plus vieille que la Coupe Stanley. Elle a plus que 100 ans maintenant. Puis il n'y a pas une tonne d'équipes du Québec qui l'avaient gagnée. Il y en a quelques-unes. Donc, nous, on arrivait là. On venait de jouer 2 grosses séries, dont une contre Pont-Rouge qui nous a amoché beaucoup, beaucoup. On a plusieurs joueurs qui n'ont même pas pu faire le voyage, qui étaient blessés. Donc, on s'est jumelé avec quelques joueurs des As de Québec pour combler le reste de l'effectif. On est monté là-bas, un long voyage en Colombie-Britannique. On est arrivé à Powell River. Et puis, les premiers matchs ont été quand même corrects, mais il a fallu créer quand même une chimie avec ces joueurs-là et puis performer tout de suite. Puis, on est arrivé en demi-finale contre Powell River. Je m'en souviens encore. On a eu 12 punitions de données qui nous ont donné contre seulement 2. L'aréna était pleine. On voyait qu'ils voulaient que l'équipe locale gagne. Et puis, en prolongation, une longue passe sur la bande de Yannick Jean. J'ai capté cette passe-là. Je me suis échappé et j'ai marqué un but. Donc, on a éliminé l'équipe locale et puis on a joué contre l'Alberta en finale. Et puis, ça nous a donné la Coupe Allen. Puis c'est ça, justement, tout à l'heure, tu disais la Nagano Cup. Ben, notre victoire à la Coupe Allen en Colombie-Britannique nous a permis l'année suivante de faire un voyage. C'est un peu la récompense qu'Hockey Canada donnait à l'équipe victorieuse. On avait un voyage payé à Nagano pour aller à un tournoi avec 4 équipes. Il y avait une équipe du Japon, de la Finlande et aussi de la République tchèque. Donc ça aussi, ça a été vraiment une belle expérience. J'ai eu la chance de gagner la Coupe Allen une 2e fois à Saint-Georges, mais là, cette fois-là, on était l'équipe haute. On avait vraiment notre équipe complète et puis ça a été un petit peu plus facile cette fois-là, mais celle de Powell River va rester gravée dans nos mémoires parce que il a fallu se regrouper, jouer en équipe et puis surmonter tous ces obstacles-là pour arriver au championnat, mais c'était une belle semaine. Étiez-vous si indiscipliné que ça ou c'était un petit peu... Non, pas du tout. Là. C'était vraiment du favoritisme. Tu voyais qu'ils voulaient que l'équipe haute remporte le match.
sais, eux autres, dans l'Ouest canadien, souvent, c'est un peu comme des pick-up. C'est pas des équipes qui jouent nécessairement toujours la saison au complet ensemble. Il y a souvent des anciens pros qui reviennent ou qui sont à la retraite puis qui jouent au niveau senior pour ces tournois-là. Puis il y avait quand même une bonne équipe, mais on est allé les battre chez eux en prolongation. Fait que ça a fait un petit lot. Pour ceux qui nous écoutent, là, la Coupe Allen, dans le fond, c'est comme la coupe là, des équipes amateurs au Canada. Là. C'est comme les meilleurs là, qui dans un tournoi. Puis, dans le temps, la Ligue nord-américaine, dans le fond, qui était la Ligue semi-pro du Québec, avait le droit de participer à cette compétition-là, puisque c'était pas une ligue professionnelle. En effet. Good. Donc, tantôt, je te parlais de la culture là, des universités américaines. Tu es passé par les universités américaines. Quand même, on pourrait dire, pour un Québécois, un parcours atypique. Tu as été à Kent University, puis tu as gradué là, à Clarkson Université dans l'État de New York. Pourquoi ce choix-là là, d'aller étudier aux États-Unis? Ben, c'est un petit peu un concours de circonstances. Je vais essayer de faire une histoire courte. En 1988, je crois, j'étais en secondaire 4. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Gauvin, qui est de Sainte-Catherine-de-Portneuf, habitant Saskatchewan au Collège Notre-Dame. Son frère était le gérant d'un restaurant à Sainte-Marie, du PFK. Il amenait une équipe Pee-Wee jouer au tournoi de Québec, au tournoi du Colisée dans le temps, le fameux tournoi Pee-Wee. Puis vu que c'était une équipe de loin, il organisait plusieurs matchs hors concours un petit peu avant et des fois même après le tournoi pour avoir la chance de jouer plusieurs matchs pendant leur séjour. Donc, il organisait un match contre l'équipe de mon frère, l'équipe Pee-Wee de Sainte-Marie-de-Beauce. Mon frère jouait pour cette équipe-là. Donc, après le match, il y a eu un petit get-together. J'ai rencontré M. Gauvin. J'ai vu qu'il y avait un manteau des Hounds de Notre-Dame. L'année auparavant, j'avais vu la finale de la Coupe Air Canada, qui est maintenant la Coupe TELUS, Midget 3A. Et puis, il y avait un fameux Rod Brindamour qui était le capitaine de cette équipe-là à ce moment-là. Fait que ça m'a intrigué un petit peu. Puis, il disait à la télé que la majorité de ces joueurs-là réussissaient à aller dans une université américaine. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, je rencontre M. Gauvin. Il me parle de cette opportunité-là. Je lui dis, écoute, j'aimerais ça terminer mon secondaire 5. J'ai peut-être la chance de jouer Midget 3A pour les gouverneurs. Donc, j'aimerais ça tenter ma chance. Mais après mon secondaire 5, je voudrais y aller. Donc, oui, j'ai fini mon secondaire 5. J'ai eu la chance de jouer Midget 3 pour les gouverneurs cette année-là. Puis l'année suivante, j'ai accepté son offre. J'ai fait les démarches avec mes parents pour aller jouer en Saskatchewan. Donc, je suis allé jouer là-bas. Et puis, ça m'a amené à jouer Midget 3 là-bas aussi, Junior A. Et puis, éventuellement, avoir une bourse des universités américaines. Et puis, j'ai obtenu une bourse de l'Université de Kent State en Ohio. Puis, normalement, on fait un parcours de 4 ans. Mais malheureusement, ma 3e année, on était en 1994 à ce moment-là. Les Blue Jackets de Columbus n'existaient pas en Ohio. On avait une présidente qui n'était pas nécessairement à l'université une fan de hockey. Ils regardaient pour couper des coups à ce moment-là. Donc, ils ont décidé. Puis, il y avait aussi une loi qui s'appelle Title IX aux États-Unis qui oblige les universités maintenant à avoir les mêmes opportunités pour les gars que les filles. Donc, si tu as, par exemple, 10 équipes masculines, tu dois avoir 10 équipes féminines. Et puis, à ce moment-là, on avait 2 équipes masculines de plus. Donc, il y avait 2 options, soit qu'on part 2 équipes féminines ou on coupe 2 équipes masculines. Donc, ils ont décidé de couper 2 équipes masculines, dont le hockey. Donc, là, on s'est retrouvé à peu près 25 joueurs à avoir plus de place à jouer. Moi, j'ai été chanceux à ce moment-là. J'étais capitaine de l'équipe. Je venais d'avoir une très, très bonne saison. Et puis, les 2 auparavant aussi. Donc, j'ai eu quand même quelques opportunités. Et puis, Clarkson était une université qui m'avait recruté lors de mon séjour dans le junior. Ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là. Donc là, il y a un dénommé Todd Marchand qui a eu une belle carrière dans la Ligue nationale qui venait de signer avec les Rangers de New York. Il y avait une bourse qui s'est libérée pour un joueur de dernière année. On avait la même âge, né en même temps. Donc, ils m'ont contacté. On dit, on aurait une bourse à t'offrir. Tu pourrais venir terminer ta dernière année avec nous. Puis, vu que c'est l'école qui avait coupé le programme, on était autorisé à transférer et à jouer tout de suite. Parce que dans ce temps-là, si tu changeais d'université, tu devais passer 1 an sans jouer.
Mais vu que c'était pas notre décision, on pouvait jouer automatiquement. Donc, c'est pour ça que des fois, dans mon parcours, on voit 2 universités, mais j'ai comme pas eu le choix. Fait que j'ai terminé à l'Université de Clarkson. On a eu une très, très belle saison, une belle équipe, participé au tournoi de la NCAA à ce moment-là. Et puis ça m'a amené éventuellement à jouer professionnel en Allemagne. Encore là, petit concours de circonstances en rencontrant un agent qui était un jeune agent qui sortait de l'université à ce moment-là, puis que maintenant, il est rendu directeur gérant des Panthers de la Floride. C'est lui qui m'a amené en Allemagne, qui a réussi à me dénicher un contrat là-bas. Donc, je suis allé passer 6 années là-bas avant de revenir pour évoluer avec les Garagots de Saint-Georges. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi son nom? Bill Zito. C'est lui qui a soulevé la coupe à la télé l'an dernier. Bill était un gradué de l'Université Yale, un jeune avocat qui débutait dans le domaine des conseillers de joueurs. Et il faisait partie d'une agence avec Jarmo Kekalainen, qui a été le DG des Blue Jackets de Columbus. Donc, Jarmo était quelqu'un qui montait déjà les ranks. Puis Jarmo est un ancien de l'Université de Clarkson aussi. Donc, tu sais, quand on dit souvent que le monde du hockey, c'est un petit monde, ben c'est un peu ça. Puis aujourd'hui, ben regarde, il y a eu une belle carrière de conseiller, d'agent. Il y a eu plusieurs, il a monté son agence et puis il a été rejoindre Jarmo à Columbus comme assistant DG. Maintenant, il a eu son opportunité puis il a gagné la Coupe Stanley l'an dernier. Donc, je lui en suis reconnaissant. Mais à ce moment-là, j'aurais jamais pu savoir qu'est-ce qu'il deviendrait aujourd'hui. Mais il a eu une très, très belle carrière. Je suis sûr qu'il va avoir encore beaucoup de succès là, dans les années à venir. Ouais, une petite photo, Claude, dans tes archives à Kent State. Oui, cette photo-là, c'est un tournoi à Anchorage, en Alaska. Nous, Kent State, on n'était pas encore, c'était un programme qui débutait en Division 1. On n'avait pas une grosse renommée comme les BU ou les Michigan de ce monde. Et puis, à ce tournoi-là en Alaska, par exemple, c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire aussi. On a battu Michigan State 2-1 en finale de ce tournoi-là. Et puis, le capitaine de cette équipe-là était Brian Smolinski à ce moment-là, qui a joué pour les Canadiens de Montréal. Ils ont eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. L'assistant capitaine était Wes McCauley, qui est maintenant un arbitre bien connu dans la Ligue nationale. C'est probablement le showman numéro 1 dans la Ligue nationale. Donc, ils ont eu beaucoup. Il y avait une grosse équipe et puis on les a surpris à ce tournoi-là et puis c'était le fun. C'était un beau souvenir. Ah, c'est cool ça. Justement, la NCAA, ça a évolué beaucoup dans les dernières années, 10-20 ans. Ça ressemblait à quoi comme circuit dans les années 90? Parce que c'était quand même un gros circuit, là. Puis justement, de jouer contre des équipes comme Michigan State, jouer dans le tournoi de la NCAA, ça ressemblait à quoi, selon toi, de ce que tu te rappelles de tes expériences, le niveau de jeu dans les années 90? Ben, c'était vraiment un excellent niveau de jeu. La NCAA a toujours été axée sur le niveau de jeu, la rapidité, l'intensité. On ne se le cachera pas, on jouait peut-être une 40aine de games par année. Donc, quand tu pratiques toute la semaine, tu arrives le vendredi puis le samedi soir, c'est toujours des game sets. Beaucoup de bonnes rivalités. Maintenant, la structure des ligues a changé un petit peu, mais j'ai été chanceux à Kent State. J'ai joué dans la CCHA qui appelait la Central Collegiate Hockey Association. Puis, dans ce temps-là, toutes les équipes du Big Ten étaient avec nous. Donc, Ohio State, Michigan State, Notre-Dame. Il y avait Minnesota qui n'était pas avec nous, qui était dans l'Ouest, mais on parle de Bowling Green, Miami of Ohio. Toutes les grosses écoles avec les gros noms faisaient partie de cette ligue-là. Fait que c'était vraiment une ligue très, très, très forte, beaucoup de compétition. Oui, on avait des tournois aussi. Des fois, on avait des matchs contre d'autres ligues. À Clarkson, j'ai eu la chance de jouer contre le Vermont. À ce moment-là, il y avait Martin Saint-Louis, Éric Perrin, un certain Tim Thomas dans les buts. Dominique Ducharme aussi, qui était le coach des Canadiens, jouait là-dedans, jouait dans ces années-là. On a tous pas mal les mêmes âges un petit peu. Donc, c'était le fun. C'était du gros calibre, beaucoup axé sur le développement, l'entraînement. Moi, au moment où je suis rentré là, j'ai toujours été un plus petit joueur. Donc, j'avais besoin de temps de me développer physiquement. Puis, je pense que le chemin de l'université m'a permis justement de me développer physiquement, me renforcer, aller chercher de la maturité. Puis,
possiblement m'aider à avoir une carrière plus longue aussi, puis jouer pendant longtemps. Mais c'était vraiment le fun parce que on entendait moins parler. Comme je vous dis, moi, en 89, 90, quand j'ai décidé d'aller vers là, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas rien de ça. Donc, j'ai connu quelqu'un. J'ai eu la chance, quand j'étais en Saskatchewan, à un moment donné, d'aller jouer quelques matchs hors concours au North Dakota. Puis on avait été voir un match North Dakota contre Minnesota. Puis là, j'ai fait « Wow, c'est quoi ça? » Tu sais, comme hockey, j'en revenais pas. Il y avait 8000 personnes dans l'aréna. La grosse rivalité, du gros hockey. Fait que ça m'a vraiment donné le goût de poursuivre cette avenue-là. Puis j'ai eu la chance de le vivre quand j'ai joué autant à Kent State qu'à Clarkson. Les arénas pleines, les fanfares d'étudiants, la musique, les chants, le sentiment d'appartenance. Fait que c'est vraiment, pour moi, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Oui, j'ai eu la chance de jouer au hockey professionnel. J'ai aimé toutes ces années-là. Mais je pense que si tu me demandais de retourner à un moment dans ma vie, je pense que ça serait au niveau universitaire, juste pour la camaraderie avec les gars, les expériences à chaque soir dans les arénas remplis, plein d'atmosphère. Ça a été vraiment le fun. Là. J'en garde des très bons souvenirs. Tu faisais des études en quoi à l'université là-bas? J'ai fait un bac en communication. OK. Puis c'est ton bac te sert aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Dans tout ce que je fais, j'ai travaillé dans les ventes chez Bell pendant une dizaine d'années. C'est sûr que tout le volet communication, vente, savoir se présenter, approcher des gens et tout ça m'a servi beaucoup. J'avais fait quelques cours aussi pour travailler dans les médias. Je me disais peut-être qu'un jour, travailler dans les médias sportifs pourrait être intéressant. C'est jamais arrivé, mais j'avais pris certains cours. Et puis, au début, je savais vraiment pas ce que je voulais faire en arrivant à l'université. Puis c'est la première année avec des cours généraux. J'ai pris des cours en finance, des cours... différents cours qui sont comme un peu obligatoires, mais j'ai vu que j'avais moins d'intérêt. Puis lorsque j'ai pris différents cours en communication, j'ai peut-être été chanceux aussi. Je suis tombé sur un professeur Miller à ce moment-là à Kent State qui était extrêmement intéressant. Probablement un des meilleurs profs que j'ai eu dans ma carrière. Il m'a vraiment intéressé aux communications. Puis j'ai vu que j'avais une certaine facilité dans ces cours-là. Fait que j'ai décidé de m'orienter là-dedans. Puis je ne le regrette pas du tout. Ça a été vraiment un domaine d'études que j'ai aimé. Puis j'ai quand même eu des bonnes notes pour un francophone qui était dans une université anglophone. Donc, non, je ne le regrette pas. Ça a été bien le fun. Puis, quand tu as fini là, à Clarkson, est-ce que tu as eu des approches là, d'équipes professionnelles, de la LNH peut-être? Parce que si on regarde ta feuille de route, tu avais quand même des grosses stats là, à l'université. Oui. Par contre, écoute, mon entraîneur m'a dit qu'à un moment donné, il y a 2 équipes qui lui avaient posé des questions à mon sujet, s'est informé. Mais tu sais, à ce moment-là, on retourne en 95, ça fait 30 ans de ça. 5 et 10, 170 livres. Le hockey n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais joué dans la Ligue nationale aujourd'hui, mais je pense que j'aurais eu au moins une chance de me faire valoir. Maintenant, il y a des camps des recrues, les gars peuvent participer à différents camps de recrues, il y a des agents libres qui sont invités, puis on regarde juste les Cole Caulfield, les Brian Giunta, il y en a à tonnes maintenant des plus petits joueurs. Fait que peut-être que j'aurais eu une chance au moins de me présenter un camp. Ça n'a pas été le cas. Mon agent, justement, à ce moment-là, disait hey, j'ai une opportunité pour toi en Europe. Donc, je suis allé là-bas et puis j'ai vraiment aimé l'expérience. J'étais parti de chez nous à un jeune âge. Fait que moi, m'en aller dans un autre pays, apprendre un autre langage, une autre culture, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je me suis fait plein d'amis là-bas. J'ai eu la chance de vivre dans le sud de l'Allemagne, dans les Alpes, un coin de pays vraiment extraordinaire. Fait que ça a été une belle expérience. C'est sûr que tu y penses toujours parce que oui, quand je regarde mes statistiques puis les gars contre qui je compétitionnais, la majorité ont eu une chance dans la Ligue nationale. Pourquoi j'en ai pas eu une? C'est sûr, la grosseur, c'est une des choses. Mon agent était jeune à ce moment-là. Il n'y avait peut-être pas autant de contacts qu'un Pat Brisson ou un agent là, qui a beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Aujourd'hui, ça sera une autre histoire, mais écoute, c'est des choses qui sont arrivées comme ça. J'ai pas de regrets. Ça a été vraiment le fun. J'ai aimé le parcours que j'ai vécu, que j'ai fait. Et puis, mais c'est sûr, quand tu vois le genre de hockey qui joue aujourd'hui, là, puis je pense que
c'est vraiment axé sur la rapidité, la créativité, l'intensité, tout ça. J'aurais aimé ça que le hockey soit comme ça à ce moment-là, mais regarde, on ne peut pas revenir en arrière, fait que c'est comme ça. Après, vas-y Dave, je parle beaucoup, fait que non, c'est correct. Je pense que ça a bien fait le tour de ma question sur la NCAA. Après ça, en Allemagne, c'est ton agent qui t'a amené là. 6 ans en Allemagne, encore une fois, te produit pas mal dans les ligues en Allemagne. Plusieurs saisons de 100 points et plus, puis c'est pas des calendriers qui avaient tant de matchs que ça. Donc, c'est assez impressionnant. Comment est-ce que tu as trouvé ton expérience, je dirais premièrement, hockey en Allemagne, puis en général, vivre en Allemagne? Est-ce que tu as appris le langage? Oui, j'ai appris le langage. Ça a été un petit peu plus long parce qu'au début, la majorité des joueurs parlent bien l'anglais, puis eux autres aiment ça parler en anglais avec toi. Mais à un moment donné, à ma 3e saison, là, j'avais une bonne base, mais je ne me sentais pas encore familier à 100%. J'ai décidé de prendre un cours. J'avais du temps dans le jour un petit peu. Donc, j'ai pris un cours intensif de 3 mois avec un mini-groupe de 6 personnes. Et puis, la professeure à ce moment-là avait déjà fait l'école justement aux États-Unis. Donc, c'était une Allemande, mais toutes les cours se passaient en allemand. Mais si j'avais des questions après, je pouvais aller la voir. Donc, elle m'a vraiment aidé beaucoup. Puis, à partir de ce moment-là, là, au niveau langage, ça l'a vraiment débloqué. Je sens encore aujourd'hui... plusieurs années plus tard, de lire encore un peu sur l'Internet, suivre les sites. Je travaille aussi un peu avec mon ancien agent. Pardon? En allemand? Oui, en allemand pour essayer de le garder au niveau vocal. Mais j'ai eu la chance d'y retourner quelques fois dans les dernières années. Puis c'est sûr, quand tu y vas, ça revient vite, malgré que ce n'est pas un langage qui est évident. Puis je travaille encore maintenant là, à aider à placer des joueurs, des fois avec mon ancien agent qui était mon agent en Allemagne dans ce moment-là. Quand il y a des gars qui cherchent des opportunités, dont beaucoup de nos anciens André Laurando, quand ils arrivent des fois après l'université et ils veulent aller jouer pro, j'en ai aidé plusieurs. Et puis, je le fais pour différentes personnes, là, un petit peu par temps perdu. Je les réfère à mon agent là-bas, puis j'aide à dénicher des fois des emplois. Parce qu'un peu comme je mentionnais au niveau de la Ligue nord-américaine, maintenant, on n'est plus âgé, mais ce qui est le fun, il y a beaucoup de mes anciens coéquipiers maintenant qui ont des postes soit d'entraîneur ou des fois de directeur sportif ou de DG d'équipe. Donc, quand tu les appelles et puis tu as à leur proposer des bons joueurs, des valeurs sûres, souvent, ils vont t'écouter. Fait que j'essaie de garder mes contacts en vie pour aider nos anciens athlètes d'André Laurando, mais différents joueurs du Québec, parce que moi, j'ai adoré l'expérience. Tu parlais au niveau hockey. C'est sûr qu'au niveau hockey, oui, j'ai eu des bonnes saisons, mais tu n'as pas trop le choix quand tu es en Europe, parce que si tu ne produis pas, ils te retournent chez vous. Fait que la pression est là quand tu es un importé. Tu te dois de produire. Moi, la première année, quand je suis arrivé, on était juste 2. Bon, il y a eu différentes années ou différentes ligues, des fois que tu es un peu plus, mais à 2, puis à un moment donné, ma première saison, à un moment donné, il y a un Russe qui s'est joint à nous, fait qu'on était 3, mais il en faisait jouer rien que 2 sur la glace. Tu peux juste en habiller 2. Donc, j'ai été chanceux. C'est pas moi qui ai été tassé, c'est l'autre gars, mais j'ai dû me battre pour ça. Et puis lui, à un moment donné, quand il a vu qu'il passait quelques matchs, il a décidé de s'en aller chez eux. Puis ça a vraiment bien cliqué avec le Russe. Pourtant, il ne parlait pas l'anglais du tout. C'était un Russe qui parlait allemand. Moi, j'étais à ma première année. Donc, je ne parlais pas beaucoup l'allemand à ce moment-là, mais sur la glace, moi, je me suis toujours reconnu un peu comme plus un fabricant de jeu. Je suis capable de marquer des buts, mais j'étais vraiment un fabricant de jeu. Puis le Russe, c'était un vrai de vrai shooter. Fait que tout de suite, ça a bien cliqué. Si je lui mettais sur la palette, lui, il la mettait dedans. Fait qu'on a eu une belle fin d'année. L'année suivante, on a joué ensemble aussi. Fait que, tu sais, c'est des fois, le langage du hockey, il parle de lui-même. On s'entendait bien, même si on avait de la misère à communiquer, mais ça a été quand même une belle expérience. J'ai eu la chance, après ça, de jouer avec des Suédois et puis d'avoir différents coachs. J'ai eu des Allemands, j'ai eu un coach tchèque une année. Fait que, tu sais, tout ça, je pense, l'expérience de jouer avec différents joueurs de différentes nationalités à différents endroits dans le monde, à différents niveaux, m'ont amené beaucoup d'expérience puis m'ont aidé aujourd'hui dans le travail que je fais, je pense, à bâtir justement un programme de hockey, à bâtir une équipe, à aller chercher un petit peu le meilleur de tout ce que j'ai vécu.
Et puis, ça a été une très, très belle expérience. On parle de l'Allemagne. La question qui tue derrière toi, le chandail des Oilers, c'est McDavid ou c'est Draisaitl? Non, c'est McDavid. Mais c'est le chandail de mon garçon. Il y a un de mes garçons qui l'aime bien. Puis il aime aussi Cole Caulfield. Fait que de l'autre côté, vous voyez Cole Caulfield. Mais là, on l'avait acheté avant qu'il change de numéro cette année. Fait qu'on n'a pas fait changer le numéro encore. Là, il y a plusieurs numéros intéressants avec le Canadien. 14, 93. En effet. Oui. Après l'Allemagne, tu es revenu au Québec au début des années 2000. Tu parlais que tu étais un petit joueur de quand même aller dans une des ligues les plus physiques qui existaient sur la planète à ce moment-là. C'est comment que ça s'est passé, là, ton arrivée dans la ligue semi-pro à l'époque? Puis, tu sais, pour être honnête avec vous, j'ai été vraiment chanceux parce que la première année, quand je suis revenu, j'ai eu une grave blessure au dos. Je m'étais blessé un an auparavant en m'entraînant pendant la période estivale dans la salle d'entraînement. Puis j'ai joué la dernière année, j'ai pas trop eu de séquelles, mais en revenant durant l'été, je me suis reblessé. Puis là, j'ai vraiment un hernie discale j'avais pas le choix d'être opéré. Donc, tu sais, tu reviens au Québec, tu reviens en Beauce, tu reviens dans ton coin. Tu confirmes à l'équipe que tu vas être là, puis tout d'un coup, je suis obligé d'annoncer à l'équipe que je ne débuterai pas la saison. Puis j'ai été opéré, je pense, au mois de juillet. J'ai seulement commencé ma première saison au mois de décembre. Puis ironiquement, aujourd'hui, je travaille à la salle, on en parle. Mon premier match dans la Ligue nord-américaine, mon retour au jeu après cette blessure-là, ça a été à la salle, contre les Rapides de la salle à l'Arena Jacques-Lemaire. Fait que je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais tu sais, déjà là, tu arrives dans une ligue qui a une renommée un peu robuste, tu arrives d'une opération au dos, là, tu te demandes comment ça va se passer. Ça s'est quand même bien passé. J'ai été chanceux, mais tu sais, encore aujourd'hui, je touche du bois de dire j'ai été capable de jouer pendant 8 ans, puis encore aujourd'hui, j'ai pas de séquelles. À mon avis, moi, c'est un miracle parce que je connais des gens qui ont eu cette opération-là puis qui en ressentent des séquelles le reste de leur jour. J'ai fait une bonne rehab, j'ai eu un bon médecin à ce moment-là. Notre physio qui m'avait référé, justement, le physio du Garaga à ce moment-là m'avait référé à ce médecin-là. Donc, j'ai été chanceux, mais j'ai débuté à la mi-saison. Ça s'est quand même bien terminé. Puis après ça, j'ai eu d'autres saisons. Mais oui, quand vous dites se joindre à une ligue comme ça, même quand j'en parle à mes amis européens ou mes amis américains ou d'autres amis qui n'habitent pas au Québec, puis tu leur dis que tu as joué dans la Ligue nord-américaine, des fois, ils ne te croient pas ou ils n'en reviennent pas. Mais c'est vrai que ça a été des années où la Ligue était très robuste. C'était une excellente Ligue de hockey, par exemple, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, le côté robustesse était mis beaucoup de l'avant, puis on en entendait beaucoup parler. Mais il y a des années, si vous regardez nos alignements, je pense des années, des fois, on devait peut-être avoir une dizaine de gars qui avaient joué dans la Ligue nationale, dans les alignements des équipes. Ça a été, dont l'année là, où il y a eu le lockout, je pense que ça a été l'année où probablement le calibre a été à son plus haut niveau. Ton année de 100 points, d'ailleurs. On jouait. On a été chanceux. J'avais un coéquipier aussi qui jouait avec moi qui a eu une saison de 100 points au Garaga. On a eu une belle saison cette année-là avec l'équipe et avec mes coéquipiers. Mais ça a été des belles années. Ça a été le fun. On a travaillé fort. On était chanceux. On pratiquait tous les mercredis. Puis pour moi, c'était important. Je sais que des fois, le côté entraînement, il est moins présent dans cette ligue-là parce qu'il y a des gars qui habitent un petit peu partout. Mais nous autres, à Saint-Georges, on avait une pratique à tous les mercredis. La majorité des gars étaient là. Donc, ça nous a permis de garder le beat un petit peu puis de bâtir la chimie. C'était le fun de pouvoir se voir toutes les semaines puis de jouer dans les arénas qui étaient pleines partout aussi, des grosses rivalités. Moi, toutes les années que j'ai joué, il y avait jamais eu un échange entre Saint-Georges et Thetford Mines parce que la rivalité était trop grosse. Mais après ça, ça a commencé à se faire. Mais dans ce temps-là, les équipes étaient tellement compétitives qu'il n'y a pas question d'échanger un gars dans l'Est ou contre l'équipe, contre le gros rival. Avec Pont-Rouge aussi, qui était dirigé par Serge Beausoleil à ce moment-là. Je pense qu'on les a pognés 3, 4 ou 5 années dans mes 8 ans. Toujours des séries qui allaient à la limite, des séries
tellement physique que c'était incroyable, avec des rivalités puis des ambiances dans les deux arénas qui étaient incroyables. Fait que ça a été des très, très belles années. Là, tu parlais de l'autre joueur là, qui a fait 100 points. C'est Éric Bertrand, dans le fond, qui a fait 101 points également cette année-là. Si on regarde aussi dans l'alignement, là, il y avait Kevin Cloutier, un joueur qui s'est retiré, ça fait pas très longtemps. Oui. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de Kevin Cloutier, qui est maintenant le joueur qui a le plus de points dans la Ligue, de nombreux records, autres records? Parle-nous de Kevin Cloutier un peu. Ben écoute, Kevin, c'est tout un joueur. Là. Je pense que ses statistiques parlent de lui-même, puis autant sur la longévité de sa carrière aussi. Mais tu sais, on le voyait tout de suite quand il est arrivé. À ce moment-là, il était très jeune quand il est arrivé. Moi, je me souviens de sa première année. Il était très jeune. Tu voyais tout de suite que c'était un excellent joueur, une tête de hockey, un bon fabricant de jeu. Et puis, je suis pas surpris du tout de la carrière qu'il a eue, de la longévité. C'est un gars qui était toujours très en forme. Il prenait soin de lui. Puis, tu sais, le fun à jouer avec. Je pense que tout le monde qui ont joué avec lui ont apprécié jouer avec aussi. Maintenant, il est dans une carrière de coach. Il a eu quand même une belle saison, malgré la défaite en première ronde. Ils ont eu une très, très belle saison cette année. Fait qu'il a bien fait la transition. Puis c'est le fun de voir justement un gars du coin qui a eu une belle carrière, qui a eu beaucoup d'honneur, faire la transition vers le coaching, avoir des gars, des locaux qui s'occupent de l'équipe. Raymond aussi, qui a été un de mes coéquipiers, qui est le DG maintenant à Saint-Georges. Puis avoir le maximum de joueurs locaux, je pense que c'est quelque chose que les fans et puis les organisations apprécient, d'avoir le maximum de joueurs qui sont plus près de la ville où l'équipe est située. Donc, très heureux pour lui. Ça a été très le fun de jouer avec. C'est un excellent coéquipier. Et puis, on avait vraiment des belles gangs, je pense, toutes ces années-là à Saint-Georges. Là, oui, il a passé beaucoup de joueurs. Il y a des gars qui ont changé, mais on a vraiment toujours eu une belle chimie et puis une belle gang de gars. Ça a été vraiment le fun d'évoluer dans cette organisation-là, puis dans les autres organisations que j'ai eu la chance d'évoluer aussi. Il y avait un autre joueur là, qu'on peut voir dans l'équipe. C'est peut-être un moment qui est moins heureux, mais Jonathan Delisle là, qui est décédé, je pense que ça t'a affecté beaucoup. Là. Énormément. Je ne cacherai pas, Joe, moi, avant qu'il arrive chez nous, je ne le connaissais pas, mais on a cliqué ensemble tout de suite. On a été mis sur le même trio. Donc, c'était mon ailier droit pendant toutes les saisons qu'il a joué à Saint-Georges. On était assis un côté de l'autre dans le vestiaire en plus. Moi, j'ai une fille de 24 ans. J'avais un enfant jeune à ce moment-là. Peu de temps après son décès, sa fille est née. Donc, souvent, on parlait de ça aussi. On s'appelait souvent pour se dire toutes sortes de niaiseries et puis se taquiner. Mais sur la glace, on a vraiment bien cliqué. Joe, c'est un joueur fougueux, un joueur qui amenait de l'énergie, qui avait des bonnes mains, qui était hargneux, qui avait un désir. Puis moi, je me reconnaissais là-dedans un petit peu, puis ça a bien cliqué ensemble. Notre style de jeu fitait bien ensemble. Donc, oui, ça a été une grosse perte. Ça m'a affecté beaucoup à ce moment-là. J'ai encore sa photo dans mon bureau au cégep. Je le vois tous les jours. Autant notre trio, une photo, on a évolué plusieurs années avec Steve Tardy aussi à l'aile gauche. Ça a été les gars avec qui j'ai évolué probablement le plus longtemps pendant mon séjour à Saint-Georges. Donc, on a une photo avec la Coupe Allen, les trois ensemble. J'ai une photo de Joe avec les bras dans les airs. Puis c'est sûr que, veux pas, j'y repense toujours. Puis ça a été quelque chose qui m'a affecté beaucoup. Puis, écoute, c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais on n'aime pas ça penser à ça, mais il y a eu un impact au niveau de notre équipe incroyable. Ouais. Sur une note peut-être un petit peu plus positive, on est dans les séries en ce moment. Là, on a parlé un petit peu là, des Coupes Allen là, en début de carrière dans la LNH. Tu as gagné également là, la Coupe à ta dernière année avec Pont-Rouge. En effet. Tu l'as retiré dans la gloire, Claude? Ben, pour de vrai, c'est toujours un scénario, je pense que la majorité des joueurs ont. Moi, je l'avais un peu en tête de me dire, j'aimerais ça, finir ça sur une bonne note. Cette année-là, on avait une très, très bonne équipe. Avec Saint-Georges,
On a passé proche souvent, dont une fois contre Verdun, match 7 en prolongation chez nous, ça fait vraiment fait mal. C'est sûr qu'à ce moment-là, je n'étais peut-être pas prêt à me retirer, mais l'année auparavant, avec Québec, on s'était rendu en demi-finale en 7 matchs, si je me souviens bien, contre Saint-Hyacinthe. Et puis là, cette année-là, avec Pont-Rouge, on avait une bonne équipe. On a terminé premier au classement. Ça n'a pas été facile d'insérer. Je me souviens que première ronde, c'était contre Jonquière. Mais deuxième ronde, on était contre Trois-Rivières, puis on était 0-2 après les 2 premiers matchs. On tirait de l'arrière, on est revenu, on a gagné les 4 suivants. Et puis contre Thetford en 6 matchs, dont le dernier en prolongation. Puis j'ai été chanceux. Là, c'est un peu moi qui ai orchestré le jeu sur le but en prolongation. Donc, tu sais, finir ça avec une participation au but gagnant en prolongation, la coupe à 38 ans. Écoute, je pense que j'étais rendu là. Puis pour moi, je me suis dit, tu sais, j'aurais pas de mauvais souvenirs. Ça a fini comme ça. Ça a fini avec la coupe. Ça a fini avec un beau party, une belle game. On est prêt à passer à d'autres choses. Donc, ouais, je pense que j'ai pas regretté mon choix. Je me souviens, l'année suivante, Bobby Barry m'avait appelé à un moment donné au milieu de la saison. « Ah, t'aimerais-tu ça venir jouer des matchs? » Et puis, tu sais, premièrement, j'avais vraiment passé à d'autres choses. Mon âge m'avait amené à vraiment plus revenir en arrière. Puis je pense que je voulais pas justement avoir de souvenirs autres que finir sans beauté. Fait que non, c'était une belle façon de terminer. Puis j'étais très, très content. 8 belles saisons. Et puis un beau championnat qu'on a dû encore une fois gagner. Pas si facilement que ça. Fait que on avait fait ce qu'on avait à faire, puis j'étais prêt à passer à autre chose. En tant que fier joueur du Garaga puis du CRS de Saint-Georges, de gagner la coupe à Thetford Mines, est-ce que ça a quand même été savoureux, disons, même si c'était pas pour vous? Très, très, très savoureux. Tu sais, moi, Thetford, cette année-là, écoute, ils ont toujours eu des excellentes équipes. Ça a toujours été, toutes mes années à Saint-Georges, nos plus gros rivaux. Je parle souvent des fois des anciens coéquipiers. Dans le temps des fêtes, à ce moment-là, il y avait toujours un home and home avec Thetford entre le 22-23 décembre et le 2 janvier. C'était tout le temps une game à Saint-Georges, une game à Thetford. Les arénas étaient remplis. Donc oui, de gagner là, ça a été le fun, un beau souvenir. L'an dernier, justement, avec mon équipe collégiale, on a eu la chance de remporter le championnat. Puis ça n'a pas été facile. Puis la demi-finale, on a gagné contre le cégep de Thetford. Puis normalement, le cégep de Thetford évolue à Black Lake. Mais là, l'aréna de Black Lake était fermée parce qu'il était rendu tard dans l'année. Ils ont joué le dernier match à Mario Gosselin. Et puis moi, en joke, j'essayais juste de motiver mes joueurs puis de leur donner confiance, de dire « Guys, moi, la dernière fois que j'ai été à Mario Gosselin, ça a fini avec une coupe, puis une victoire, puis un championnat. Fait qu'on s'en va à Thetford pour gagner ce match-là. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. On a gagné 4-3. On a éliminé Thetford, qui était la meilleure équipe de la Ligue l'an dernier. Et puis, ça nous a donné l'opportunité de jouer contre Sorel et gagner la coupe en finale. Donc, j'ai vraiment des beaux souvenirs à Thetford, autant personnellement qu'avec mon organisation collégiale. Ça a été le fun de battre Thetford. C'était le fun de les battre dans le temps que j'évoluais à Saint-Georges. Je pense pas un regret, mais la seule petite chose que j'aurais aimé accomplir, c'est qu'on a tellement eu des bonnes équipes à Saint-Georges, une belle gang, puis tu sais, des partisans à l'aréna qui étaient tout le temps remplis. Ça aurait été le fun de gagner la coupe avec Saint-Georges, surtout l'année où on a joué contre Verdun, là, qu'on était en match 7 chez nous à Saint-Georges. Ça aurait été le fun, mais encore là, on ne peut pas revenir en arrière. On a fait tout ce qu'on avait à faire et puis on a quand même eu la chance de gagner des coupes Allen, une coupe Bolton et puis avoir beaucoup de succès. Mais ouais, ça a été le fun de terminer ça à Thetford. Puis cette année-là que tu as gagné la coupe, c'était la première de maintenant 5 coupes de l'entraîneur Bobby Barry qui est rendu là, facilement là, l'entraîneur avec le plus de coupes dans la Ligue américaine. Toi, comment est-ce que il était comment Bob Barry? C'est sûr que tu étais quand même un vétéran, là, donc tu avais quand même beaucoup, tu étais un assistant capitaine aussi, mais comment est-ce qu'il était Bob Barry avec Pont-Rouge? Écoute, ça a été un coach le fun à côtoyer, un gars près des joueurs. Je pense tout le monde va le reconnaître aujourd'hui. C'est pas pour rien que Bobby a 5 coupes. Je pense pour monter une équipe, bâtir une équipe, c'est un des bons joueurs. Il sait vraiment comment créer une belle chimie dans l'équipe. Je pense que ça a toujours été important pour lui.
Et puis, moi aussi, j'y crois à ça beaucoup. Puis je pense que même si on avait d'excellents joueurs, on avait vraiment une belle chimie, des gars qui se complétaient, on avait une belle profondeur. Et puis je pense que ça, c'est sa force de bien monter ses équipes, bien connaître les forces de tous et chacun. Et puis en tout cas, cette saison-là qu'on a eue, ça a été une saison extrêmement plaisante. M'en aller jouer justement à Pont-Rouge, j'aurais jamais pensé terminer ça là, mais on a eu des belles rivalités, des beaux matchs et tout ça. Fait que ça a été le fun. Encore là, l'aréna pleine tout le temps, des partisans de hockey senior incroyables. Fait que gagner un championnat dans cette ville-là, ça a été vraiment le fun avec encore là une belle gang de gars. Et puis, Bobby, on se parle encore aujourd'hui. On s'appelle de temps à autre. On a eu des fois à se référer différentes choses ou des joueurs au niveau du hockey. Puis, il est toujours le fun à discuter. Puis, je suis pas surpris de le voir encore avoir du succès parce que ça, je pense qu'avec le temps, il l'avait dans ce temps-là, mais avec les années d'expérience et l'expérience, il est encore capable de monter des bonnes équipes. Puis la Ligue est quand même compétitive maintenant aussi. Encore là, 8 équipes cette année, 2 nouvelles équipes. Bon, ils ont peut-être eu un petit trébuchet cette année au niveau des playoffs, mais je pense que dans les dernières années, là, le succès a toujours été là. Puis je suis convaincu qu'il va rebondir et qu'il va gagner d'autres championnats. Tu as joué une saison avec le Radio X. Cette saison, là, le hockey est revenu à Québec là, dans la LNH avec le national. Qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être là, sur le retour d'une équipe là, dans la capitale nationale? Ben, moi, je suis extrêmement content de voir ça. Premièrement, d'avoir 8 équipes dans la Ligue. En avoir une à Québec, parce que je pense que c'est un marché qui méritait d'avoir une équipe. Mon année au Radio X, même si ça avait été un choc de me faire échanger de Saint-Georges, ça a été probablement une de mes plus belles années de hockey aussi. Écoute, on jouait au pavillon de la jeunesse, on était extrêmement bien traités, on avait une belle gang de gars. Être à Québec, je travaillais à Québec à ce moment-là aussi. Mon bureau avec Bell était à Québec, donc moi, c'était facile au niveau de la logistique. On a eu une super belle saison. Écoute, j'ai adoré jouer à Québec. Je suis content de voir une équipe qui est de retour. Puis, quand on parlait tout à l'heure que le monde du hockey est petit, je lui en ai parlé en début d'année. Un des propriétaires, Jimmy Gagné, on a une relation, on est un petit peu de la même famille. C'est le conjoint de ma cousine. Donc, quand j'ai vu qu'il était à la tête de cette équipe-là, ben, je l'ai appelé, on a discuté, je l'ai félicité, j'ai souhaité bonne chance. Puis là, j'ai vu que, bon, peut-être au début d'année, c'était un petit peu plus difficile, comme il disait dans le reportage, mais en fin d'année, ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont eu la chance d'éliminer Saint-Georges. J'ai eu beaucoup de monde. Moi, je pense qu'il y a de la place pour une équipe à Québec. J'espère qu'ils vont être de retour. C'est un marché qui a besoin d'une équipe senior. Il n'y a pas d'équipe pro de haut niveau à Québec. Bon, oui, il y a les remparts, mais je pense qu'il y a une place pour ce niveau de hockey-là. Je pense que cette année, ils ont joué dans une très belle aréna à l'ancienne Lorette, qui a un beau niveau de spectateurs, une belle grosseur pour avoir une belle ambiance. Je suis persuadé que les joueurs adorent jouer là. C'est le fun de voir Saint-Hyacinthe aussi, mais de voir une équipe à Québec, ça amène une rivalité de plus dans l'Est. Et puis, c'est un marché qui était délaissé depuis quelques années. Fait que je suis très, très, très content de voir un groupe de propriétaires, une équipe. Puis je leur souhaite longue vie. Là. Moi, je pense Québec a sa place dans cette ligue-là. Là, tantôt, on a parlé là, de championnat à Pont-Rouge. Tu m'avais dit aussi d'entrée de jeu là, que tu avais parlé à Dominique Maltais, que vous jouez dans la même ligue de garage au hockey. Puis Dominique, il nous avait conté beaucoup de bonnes anecdotes. Là. Donc, pour nous, Claude, as-tu une anecdote là, des champions à Pont-Rouge ou d'autres anecdotes? Je t'avais demandé un peu de creuser dans tes souvenirs là, quand on s'est parlé ce matin. Il y a quelques friands d'anecdotes là, dans nos partisans qui nous écoutent. Ouais, des anecdotes à vite de même, là, je vais te dire, j'ai pas eu même si je me souviens très bien que tu m'as posé la question. Mm-hmm. Écoute, excusez-moi, une des anecdotes, il n'y a rien de bien croustillant, mais tu sais, quand T'avais-tu ta statue à Saint-Georges, toi aussi? Ou Non, pas du tout. Pas du tout. Une des choses qui est drôle, c'est quand on a gagné la Coupe, justement, à Thetford, vu qu'on était à Thetford Mines, c'est sûr qu'une gang de gars dans une équipe de hockey senior, même si on a pris du temps pour célébrer à l'aréna, en sortant, c'est où est-ce qu'on peut arrêter, prendre une bière, puis peut-être amener la coupe. Fait qu'on est arrêté au Balmoral à Thetford.
Et puis, avec le groupe qu'on est entré là, disons que tout le monde nous a laissé tranquille, puis ça a été le fun. On a eu la chance de festoyer un petit peu, prendre un petit verre, puis poursuivre notre route. Puis après ça, on a eu une belle parade à Pont-Rouge. Ça a été vraiment le fun. Écoute, des anecdotes, il y en a des tonnes. C'est une que je peux peut-être dire qui est un peu drôle. Sur le coup, c'était pas drôle, mais aujourd'hui, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis des fois, c'est ironique avec mes enfants. On est dans le hockey mineur, on est dans essayer d'apprendre aux jeunes, puis probablement les plus gros débordements que j'ai eu à vivre, c'est au Colisée Isabelle Brasseur à Saint-Jean. Fait qu'aujourd'hui, c'est drôle de me retrouver dans cette aréna-là avec des petits bouts sur la glace à coacher, puis tout ça, puis en pensant que l'aréna a déjà été pleine, puis qu'on a joué contre des équipes extrêmement tough et robustes à Saint-Jean et Laval. Une des bonnes anecdotes que j'ai, peut-être là, tu me fais penser à ça. Laval, on le sait, ils ont toujours été appelés les Chiefs avec les gilets des Chiefs. Puis la majorité des amateurs de hockey, que ce soit la Ligue nord-américaine ou autre, a vu le film Slapshot. Ben nous autres, on l'a vécu à Saint-Georges, le film Slapshot. Certains vont se souvenir que les Chiefs ont vraiment embarqué dans les estrades avec leurs patins à un moment donné où il y avait du grabuge, puis il y avait des partisans de Saint-Georges qui les agaçaient, les taquinaient un petit peu, puis il y a deux joueurs qui ont décidé d'embarquer dans les estrades en patin. Donc, des fois, je dis à mes amis qui connaissent pas un petit peu le folklore de notre ligue, ce que vous avez vu dans le film Slapshot, c'était dans les années 70, mais nous autres, on l'a vécu dans les années 2000 à Saint-Georges pour de vrai. Aussi, peut-être une anecdote le fun, un moment donné, avant qu'il y ait l'agrandissement à Saint-Georges de l'aréna, notre vestiaire du Garaga était dans le coin de l'aréna sur le boulevard Lacroix, je crois, ou en tout cas à l'arrière là, du côté de la rivière. Et puis, il y avait tellement de monde, puis il y avait tellement de demandes pour des billets qu'il ouvrait les portes 1 heure avant le warm-up. Et puis, on entendait les gens courir. Puis là, on le savait que la foule rentrait parce que ça courait tellement fort, puis ça tapait tellement fort sur le plancher que c'était comme un troupeau qui arrivait au-dessus de toi. Puis les gens venaient juste pour réserver une place debout. C'est sûr que les gens qui avaient des billets de saison, eux autres avaient leur siège, mais les places debout, là, c'était la cohue, la course. Je me souviens encore que mes parents, quand on jouait, disons, le vendredi soir, il y avait j'ai eu la chance de jouer avec mon frère aussi à Saint-Georges, donc on avait quelques billets de saison, mais les gens appelaient mes parents le lundi matin pour avoir des billets pour la fin de semaine tellement que c'était couru. Fait que ça a été vraiment des belles expériences. Le show de radio avant les matchs, les autobus pour se rendre juste du resto-bar L'Index à l'aréna. Ça a été vraiment incroyable. Oui, notre voyage au Japon avec la gang, ça, c'est quand même des anecdotes qui sont drôles. On avait un représentant de Hockey Canada qui suivait l'équipe à ce moment-là. Et puis, si je ne me trompe pas, là, on avait l'équipe nationale des moins de 25 ans de la Finlande. Il y avait une équipe de la Ligue élite de la Tchécoslovaquie et il y avait aussi l'équipe nationale du Japon. Mais tu sais, nous autres, on était tous des gars semi-pro avec des jobs. Donc, on arrivait au Japon, puis nous autres, on avait un petit peu le beat du hockey senior, où oui, on est très sérieux quand on pratique puis quand on joue. Mais après le match, on aime ça prendre une petite bière dans la chambre, puis les autres équipes, c'était pas comme ça. Puis le gars de Hockey Canada avait été un petit peu surpris, mais on avait quand même très, très bien performé parce qu'on avait fini 2e. Et puis, si on avait gagné notre dernier match contre les Tchèques, on a perdu 5-4 avec un but dans la dernière minute, on aurait terminé premier. Donc, on a quand même eu vraiment un beau parcours. On avait quelques joueurs professionnels canadiens qui évoluaient au Japon, qui avaient évolué avec nous pendant ce tournoi-là aussi. Donc, ça nous avait donné un petit coup de main. Mais ça a été quand même une belle expérience. Et puis, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, le voyage à Powell River, ça a été le fun. Le voyage au Japon, on aimait ça prendre une petite bière dans la chambre après le match, mais le voyage en avion aussi, à 22 heures d'avion, il y a eu plein d'anecdotes puis plein d'histoires drôles qui se sont passées pendant ce temps-là. Fait que, non, il y en a beaucoup. Puis si je m'arrêtais pour y penser encore plus, il y en aurait d'autres. Mais non, ça a été le fun. Ça a été des belles années, du gros hockey, beaucoup de bon monde qu'on a connu, des coéquipiers incroyables, des organisations incroyables, les fans qui suivaient la Ligue. Je le dirai jamais trop. Jouer dans des arénas pleines tout le temps avec de l'ambiance, c'était vraiment... Tu pouvais pas
pas avoir le goût de jouer au hockey à ce moment-là. C'était le fun. Et puis, nous autres, on était très, très bien traités aux petits oignons. Fait que c'était le fun d'évoluer dans un calibre comme ça, dans des organisations aussi professionnelles que ça. Tu parlais de la Coupe Bolton aussi. C'était quoi ça, la Coupe Bolton? Ben, la Coupe Bolton, c'est comme la coupe, si je ne me trompe pas, de l'Est du Canada qui te permettait de te qualifier pour aller à la Coupe Allen. Donc, ça, je le sais qu'on était les autres. Il y avait, je pense, une équipe des Maritimes, deux équipes de l'Ontario, 2 régions différentes de l'Ontario et puis le Québec. Puis là, ben, pour aller à la Coupe Allen, tu devais remporter la Coupe Bolton pour représenter l'Est du Canada. Donc, on a eu la chance de la remporter cette année-là avant d'aller à Powell River. Donc, c'était une étape de plus, puis on l'a remporté pour se rendre à la Coupe Allen. Puis, tu sais, ça fait 2 fois, je pense, que je vais au Temple de la Renommée à Toronto, mais c'est quand même fun de voir que ces coupes-là sont toutes là. J'y ai été récemment avec mes enfants il y a 2 étés à Toronto, puis la Coupe Bolton est là, la Coupe Allen est là. Je pense qu'il y a même un gilet du Garaga, vu qu'on l'avait remporté, qui est là. Fait que je pense que le Temple de la Renommée reconnaisse un petit peu tous les niveaux. Puis il y a tellement de belles histoires au niveau de cette coupe-là que c'est le fun de voir ça quand tu vas visiter le Temple de la Renommée. Au niveau des... pour revenir vite, parce que ça m'a fait penser, quand tu parlais des Chiefs là, puis du Colisée Isabelle Brasseur, je pense qu'une des foires, si on peut l'appeler comme ça, les plus... je pense pas mémorable, c'est le bon terme, là, mais en anglais, ce serait plus infamous. Marquante. Marquante. Je pense que c'était quand je pense que c'était contre justement Saint-Georges, là, quand les Chiefs avaient fait amener l'ancien du Rackrave qui avait joué dans la Ligue nationale, le Garrett Burnett, puis qu'il avait renversé le filet sur le gardien de Saint-Georges. C'était assez disgracieux, mais la question que je voulais plus poser, c'est pour justement quand que ça débrette contre Laval, contre Saint-Jean, puis qu'il y a une bagarre générale. Claude Morin, lui, que justement, c'est pas ce genre de joueur-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand ça arrive? On essaie-tu d'essayer de spotter le plus rapidement possible là, l'autre bord, là, quel joueur on peut aller à gripper là, pour jaser? Ou comment ça ben, ouais, je pense que c'est ça qui arrivait. Tu sais, veux pas... tu te retrouves dans les bras de Denis Chalifou, de Dominique Perna ou des gars qui sont un peu ton style parce que tu peux pas te mesurer à des colosses comme ça. Il y avait des équipes extrêmement physiques, grosses, des gars tough. Moi, c'est ça, c'est pas mon style. J'ai pas la stature pour me des gars comme ça. Puis on s'en est quand même bien tiré parce que à ce moment-là, le style de l'Ouest et de l'Est était différent un petit peu. Dans l'Est, on avait quand même des équipes tough, mais rien comparé aux équipes de l'Ouest. Fait que, c'est des choses qui sont marquantes. C'est pas des événements le fun à vivre. Et puis, t'espères que personne va être blessé dans ce moment-là. Puis oui, malgré qu'il avait lancé le but sur notre gardien de but, tout ça, là, de ce que je me souviens, je pense pas qu'il y avait eu de blessure grave. Mais c'est jamais le fun pour tout le monde qui est impliqué dans des événements comme ça. Puis, dernière petite question, un petit peu en lien avec ça, mais quand on parle d'anecdotes, je regarde tout le temps un peu comme Sébastien, les alignements. Puis, il y a un joueur que je me dois un peu de poser la question parce qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un sur le podcast qui a déjà joué avec, il y a tout le temps de quoi compter. Mais tu as joué 2 saisons à Saint-Georges avec le fameux Paul Chance. Fait que je voulais savoir si toi, tu avais une petite histoire là, ou quelque chose qui peut te venir de Paul Chance parce que c'était tout un numéro. À chaque fois, ça me fait bien. En effet, non, Paul, c'est tellement un bon gars. Écoute, quand il est arrivé chez nous, moi, je le connaissais pas. J'avais évolué contre à Verdun. Quand il est arrivé à Saint-Georges, écoute, c'est tellement un rassembleur, un gars d'équipe avec une personnalité incroyable. Et puis, ça, c'est peut-être une anecdote que je peux rajouter parce que de toute façon, je pense qu'on peut l'avoir des fois sur YouTube. Paul, quand il se retrouvait dans la boîte des punitions, des fois, il a déjà fait quelques strips, un petit peu comme on dit, avec la musique et tout ça. Il a fait un show pour les partisans. Fait que non, écoute, c'était, comme j'ai dit, c'était un gars qui était bon avec tout le monde. Il rassemblait l'équipe. Il avait une personnalité incroyable. Ça fait un bout de temps que je l'ai vu, mais non, j'ai joué à Pont-Rouge avec lui, je pense, la dernière année aussi. Il était venu, il faisait partie de notre équipe aussi. Puis, non, que de bons souvenirs. On a eu la chance là, de sortir quelques après-matchs souvent ensemble avec les gars qui venaient de l'extérieur et tout ça. Puis, c'est un gars qui a fait une job ingrate, qui l'a fait bien.
et puis qui a grandement aidé notre équipe avec à sa façon à lui, puis vraiment une super bonne personne. J'avais, moi, une dernière petite question. On a parlé que maintenant, là, tu es responsable du programme de sport à André Laurando, mais tu m'as parlé également là, qu'il y avait un showcase là, qui s'en venait bientôt. Je voulais que tu m'en parles un petit peu, là. Oui, ça s'appelle le camp Apex. C'est quelque chose que j'organise depuis 14 ans. J'ai mis ça en place avec un ancien de l'Université de Clarkson aussi qui s'appelle Philippe Roy. À ce moment-là, Philippe était entraîneur adjoint à l'Université de Clarkson et un ancien joueur de là. On s'est croisés les deux à une conférence de coaching au Centre Bell au repêchage de 2009 ou 2010, je crois. Et puis, on a connecté tout de suite. Lui, il m'avait parlé de ça, qu'il y avait de l'intérêt peut-être à faire quelque chose comme ça. Moi aussi, avec André Laurando, j'avais le goût de faire quelque chose comme ça qui pouvait donner des opportunités à nos joueurs après le collégial. Donc, on a mis ça en place ensemble. Et après quelques années, ben Phil, lui, il a quitté le coaching de Clarkson. Il a été entraîneur dans le junior majeur avec Shawinigan. Donc là, à ce moment-là, il a dû quitter, mais moi, j'ai continué de poursuivre ce camp-là. Puis là, on va être à notre 13e édition parce qu'il y a eu la COVID 1 an. Donc, c'est un camp où on invite des entraîneurs de la NCAA. Fait qu'on va avoir une douzaine d'entraîneurs qui vont être présents. Et puis, avec le réseau de contacts qu'on a, on est très chanceux. Je vais avoir 4 ou 5 entraîneurs-chefs cette année qui vont être là parce que la majorité, souvent, dans ces camps d'exposure-là, c'est souvent les entraîneurs adjoints qui y vont. Mais j'ai la chance, justement, aujourd'hui, j'ai parlé avec Jean-François Houle, qui a été mon coéquipier à Clarkson à ce moment-là et qui est maintenant l'entraîneur-chef, qui a été l'entraîneur du Rocket de Laval les dernières saisons. Mais là, il est retourné à Clarkson. Il va être là. On s'est parlé cet après-midi. Il m'a appelé pour prendre des informations. Donc, d'habitude, on a tout le temps une centaine de joueurs de tous les niveaux. Cette année, on est rendu aux âges 2004 à 2009. Donc, c'est tous les joueurs de 15 ans à 20 ans qui veulent avoir de l'exposure et se faire connaître pour éventuellement emprunter la même route que moi j'ai emprunté, puis différents joueurs d'un petit peu partout du Québec et des alentours. Tu sais, je pense au niveau des Canadiens de Montréal, il y en a 8 ou 9 cette année qui sont là. Tu sais, on parle de Madison, Cole Caulfield, un certain Jacob Fowler qui vient de signer, qui sort de Boston College, Struble, Jake Evans, tous ces gars-là arrivent de la NCAA. Donc, ce camp-là est à Montréal les 16, 17, 18 mai. Pendant 3 jours, les jeunes s'inscrivent, participent au camp. Moi, je suis vraiment juste l'organisateur et puis l'entremetteur dans tout ça. La beauté de notre camp, je pense qu'il est apprécié de tous les jeunes et des parents, c'est que les coachs ne sont pas juste assis dans la boîte de presse à prendre des notes. Ils font les pratiques. Ils sont derrière le banc pendant les matchs, sont sur la glace avec les jeunes, ils apprennent à les connaître. Donc, des jeunes, ils ont la chance de vivre l'expérience de « Hey, je me suis fait coacher par un coach de la NCAA ». Sont toujours 5 à 6 coachs sur la glace pour les entraînements, des entraînements de très haut niveau. Chaque coach va va faire un drill. Donc, les jeunes ont la chance de profiter de cette expertise-là. Et puis, eux prennent des notes, puis identifient des joueurs qu'ils aiment. Puis, quand les gars sont plus jeunes, ben, ils prennent des notes, ils leur demandent où ils vont jouer l'année suivante. Et puis, ils vont les suivre dans leur cheminement parce que la majorité du recrutement va se faire beaucoup à 19 et à 20 ans. Mais tu sais, comme n'importe où ailleurs, il faut que tu commences à te faire voir le plus tôt possible, le plus jeune possible pour essayer d'attirer l'attention et puis venir en apprendre aussi sur qu'est-ce que ça prend. Parce que je suis chanceux, en plus des 12 coachs qui sont là, il y a 2 personnes, dont un représentant de College Hockey Inc. qui représente toutes les universités américaines Division 1 qui viennent faire une conférence. Il explique exactement c'est quoi le côté, les prérequis, le côté académique, c'est quoi le hockey à l'université. Et on a aussi une consultante qui vient faire une petite conférence sur tous les prérequis académiques. Donc, si tu veux aller jouer aux États-Unis, c'est quoi les tests que ça prend, c'est quoi les notes, qu'est-ce que tu dois faire si tu veux rentrer dans une université américaine. Donc, c'est vraiment le fun. Même moi, j'ai la chance encore d'apprendre, échanger avec ces gars-là, bâtir des liens, bâtir des relations pour aider des jeunes du Québec à traverser de l'autre côté, à voir. Et puis, tu sais, des fois, les gens disent « Ah, tu es très, très, très pro à l'université américaine. » Oui, je le suis parce que j'ai vécu là, puis c'est vraiment une belle expérience. Mais tu sais, des fois, je dis aux gens du Québec aussi, on attend rien que ça d'avoir un gros réseau universitaire compétitif au Québec.
C'est pas normal qu'avec le bassin de joueurs qu'on a, la qualité d'institution qu'on a, puis la qualité d'entraîneur qu'on n'ait pas plus d'équipes universitaires au Québec. Je comprends, en étant dans le milieu, je sais qu'il y a une question financière, bien entendu. Là, c'est pas quelque chose qui se fait gratuit. On aimerait ça que les jeunes, ça leur coûte pas trop cher, mais en même temps, c'est vraiment le top de la pyramide. C'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de joueurs de la NCAA s'en aller pro après. Des fois, je trouve qu'au Québec, on met beaucoup trop l'emphase sur les joueurs de hockey à un jeune âge. Puis quand ils ont terminé le junior ou sont dans leur stage junior, si ça n'a pas donné des fois des résultats escomptés, ben on pense que les gars sont finis. Moi, je suis le meilleur exemple que c'est pas vrai. J'ai probablement eu mes meilleures années de développement à 21, 22, 23 ans. Puis si je n'avais pas été à l'université aux États-Unis, écoute, peut-être j'aurais arrêté de jouer ou peut-être j'aurais pas eu ce cheminement-là. On le sait maintenant, scientifiquement, c'est prouvé, puis les statistiques le disent que le développement du joueur jusqu'à 25 ans, il n'est pas arrêté. C'est jusque-là que ça. Puis l'âge moyen d'un gars qui rentre pro dans la Ligue nationale, c'est 23,3 ans, si je me trompe pas. Donc, après le junior, au lieu d'aller perdre ton temps des fois dans des ligues aux États-Unis, tu as aussi bien de jouer universitaire et puis de te développer, aller chercher un diplôme. Donc, j'ai hâte qu'il y ait beaucoup plus d'universités au Québec qui emboîtent le pas, qui viennent rejoindre McGill, Concordia et Trois-Rivières. Là, il y a une Ligue Division 2 maintenant qui a pris naissance, donc ça va être bien. Il y a peut-être des équipes qui vont partir là pour éventuellement monter en Division 1, mais je pense qu'on aurait de la place pour on a les institutions pour avoir une belle ligue à 6 ou 8 équipes aussi. Puisqu'on est dans le segment de la Ligue nord-américaine, ben, éventuellement, c'est tous des joueurs qui vont être des candidats potentiels pour évoluer professionnels au niveau de la Ligue nord-américaine aussi. Donc, on a quand même des bonnes options au niveau développement plus jeune, mais je pense qu'au niveau universitaire, ça manque. Puis après ça, ben, ça va mener à une Ligue nord-américaine encore plus en santé, puis probablement plus de futurs joueurs pros, puis peut-être même de gars de la NHL si on continue de les développer plus tardivement. Juste avant, c'est où qu'on peut s'inscrire là, si quelqu'un nous écoute ou je pourrais mettre le site web, c'est playinthencaa.com. Le camp, ça s'appelle Apex Sports Camp. Donc, si vous tapez Apex Sports Camp ou playinthencaa.com, on arrive sur le site. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'articles. Il y a un lien aussi avec les entraîneurs qui sont présents sur place. On est chanceux. En plus de Jean-François Houle, il y a 3 ou 4 autres coachs francophones, dont l'assistant de l'Université d'Omaha, qui est un gars de Montmagny. Je pense qu'il a joué dans la Ligue nord-américaine. Là, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Il y a Casey Jones aussi. Dave Noël Bernier. Dave Noël Bernier. Il faudrait que je vois s'il a joué dans la nord-américaine, je ne me souviens pas, mais c'est un francophone de Montmagny qui va être au camp. On a aussi Casey Jones, qui est un gars de Rouyn-Noranda, qui était l'ancien entraîneur à Clarkson avant Jean-François Houle, qui a été mon entraîneur adjoint quand j'étais à l'Université de Clarkson. Maintenant, il est en charge de l'Université de Cornell. On a aussi Ben Guité, un gars de La Salle, qui a joué pour l'Université du Maine. Il a joué pour l'Avalanche du Colorado. On a le coach du Vermont, de St. Lawrence. On a aussi Junior Lessard qui a évolué dans la Ligue nord-américaine, qui est le seul récipiendaire du Hobey Baker. Le même trophée que Cole Caulfield a gagné. Junior est là depuis les débuts. Ça fait 13-14 ans qu'il est avec nous, qui est un ancien de l'Université de Minnesota Duluth. Et puis cette année, il a réussi à convaincre, justement, on a eu la confirmation il y a 2 semaines, que l'assistant coach de l'Université de Minnesota Duluth, Corey Chop, va être là aussi. Donc, grâce à Junior, il va se présenter au camp, il va venir recruter les jeunes du Québec. Donc, c'est une expérience vraiment incroyable pour les jeunes. C'est très abordable, c'est en dollars canadiens, c'est à Montréal seulement. Vraiment un camp de très, très haut niveau. Et puis, il y a beaucoup de recruteurs qui viennent voir ça parce qu'ils savent aussi qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Donc, c'est le fun. Toute l'information est sur le site web, puis les gens peuvent me contacter, que ce soit des relations, des jeunes que leurs pères ont déjà évolué dans la ligue ou neveux, quoi que ce soit. Tous ceux qui veulent avoir de l'information peuvent me contacter ou peuvent écrire sur le site web ou sur les réseaux sociaux aussi. On a une page Facebook, un compte Instagram. On met beaucoup d'informations. Ça devrait être
un beau camp relevant encore. On est à presque un mois là, du camp qui va se dérouler le 16, 17 et 18 mai au complexe récréatif Gadebois à Montréal. Good. Ouais. Dave Noël Bernier, 2 matchs avec le Pro Lab de Thetford Mines en 2001-2002. Je pensais que j'avais vu ça, oui. C'est un gars qui a été aux États-Unis pendant longtemps. Là. Il a même été. Il a évolué à cette université-là. Puis avant de revenir comme entraîneur, il a été un des entraîneurs avec les Red Wings de Détroit aussi, là, au niveau des skills, du vidéo et tout ça. Donc, il a vraiment un beau parcours, un bon gars. Et puis, les jeunes ont beaucoup à apprendre des gars comme ça. C'est pas un hasard qu'il a évolué 4 ans dans la NCAA parce qu'il a joué dans la Ligue de la Saskatchewan, la même que toi, avant de se rendre en NCAA. En effet, on a un peu le même parcours. Là. Il est un petit peu plus jeune que moi, mais on a un peu le même parcours puis on se connaît depuis longtemps. Il a été joué en Allemagne aussi, lui. Bon. À la fin des années 90, il y a Vincent Lecavalier, je sais qu'il est allé jouer à Cléance de Notre-Dame également. Exact. Peut-être en voyant Claude Morin est allé là. Fait que moi aussi, je vais aller là. Ah non. Mais encore là, on parle du monde du hockey qui est petit. Moi, j'ai évolué avec le frère de Vincent, Philippe, qui est agent de joueur maintenant. À Notre-Dame, on était là en même temps, mais Philippe était plus jeune que moi, donc on n'a pas joué dans la même équipe. Il a joué avec mon frère. Mais plus tard, à l'Université de Clarkson, on s'est retrouvés dans la même équipe. Donc, Phil Lecavalier, Jean-François Houle, et puis il y avait un certain Patrice Robitaille aussi, un gars de Sainte-Catherine de Portneuf, qui évoluait là. Il y avait un petit gars aussi, un Patrick Thériault, un gars de Magog, Nicolas Windsor, un gars de Cowansville, je crois. Donc, il y avait beaucoup de Québécois à ce moment-là, là, à l'Université de Clarkson, et puis on a eu beaucoup de succès. Mais ouais, Phil, j'ai joué avec Phil à l'Université de Clarkson, qui est le frère de Vincent. Mais les deux, oui, ont été pour les Hounds de Notre-Dame à une certaine étape de leur vie. Parlant de frères, pas trop s'éterniser, mais on n'en a pas parlé, mais tu as joué avec ton frère François aussi avec Saint-Georges dans la Ligue nord-américaine. C'était quoi de pouvoir partager le vestiaire et le banc des joueurs avec ton frère? Ben, tu sais, c'est un peu la raison pourquoi je suis revenu au Québec en 2000, parce que en ayant presque 3 ans de différence au hockey mineur, on n'avait jamais la chance de jouer ensemble. Aussitôt que je montais d'une catégorie, lui arrivait dans cette catégorie-là. Donc, on n'a jamais joué plus jeune ensemble, junior non plus. Donc, à un moment donné, avec le hockey senior et puis la popularité du Garaga et tout ça, ça faisait quelques saisons que Martin Gigant me disait « Hey Claude, ça te tenterait-tu de revenir? » À un moment donné, je n'étais pas tout à fait prêt. Mais rendu là, j'étais vraiment prêt. Puis je me suis dit « Ouais, c'est une des chances de pouvoir évoluer avec mon frère dans la même équipe. » Donc, c'est une des raisons un peu pourquoi je suis revenu. Et puis, on a eu la chance d'évoluer ensemble pendant quelques années avant qu'il se fasse échanger aux As de Québec. Mais c'est ça a été vraiment le fun. Puis, de pouvoir jouer avec lui, voyager ensemble, avoir nos parents qui viennent voir nos matchs et tout ça, la famille. Mon père était de Bellechasse, ma mère est de la Beauce aussi, donc beaucoup de famille, beaucoup d'oncles et de tantes et tout ça. Fait que ça a été bien, bien le fun dans probablement les plus belles années. Mon frère, il était chanceux, il a été dans l'année numéro 1 du Garaga lors du transfert de Saint-Henri à Saint-Georges. Donc, il a vécu toute l'euphorie, une participation en finale à sa première saison. Je pense qu'il y a eu l'arrivée de Mario Roberge cette année-là qui avait créé un buzz incroyable avec le Garaga. Donc, il a vécu des belles années, puis il me parlait de leur expérience, puis comment que de son expérience, comment que les gars étaient bien traités, puis c'était le fun de jouer à Saint-Georges. Donc, à un moment donné, ça a pesé dans la balance de revenir en Beauce puis d'avoir la chance d'évoluer avec lui. Fait que c'est un souvenir qu'on a. Au Collège Notre-Dame, en Saskatchewan, on était là en même temps, mais jamais dans la même équipe. Donc, de le faire avec le Garaga, c'était le fun. En terminant, Claude, si tu avais peut-être un message là, pour les partisans de Saint-Georges, Pont-Rouge, là, qui t'ont ovationné, qui applaudi là, pendant tes années dans la Ligue nord-américaine de hockey? Ben écoute, c'est un gros merci. Je l'ai dit souvent dans l'entrevue. On a eu la chance de jouer dans des belles années. Même si des fois on pouvait entendre certains commentaires, des fois un peu moins le fun, c'était juste de la partisanerie, mais les fans dans les arénas de la Ligue nord-américaine ont vraiment fait de cette expérience-là une expérience incroyable. J'en ai parlé surtout avec Pont-Rouge, avec Thetford, ça a été des arénas sold out, à pleine capacité, des ambiances de fou.
Puis en tant que joueur, ben, quand tu as la chance d'évoluer dans une ambiance comme ça, c'est vraiment le fun. Des fois, là, j'ai des amis qui remettent une vidéo d'un but en prolongation que j'ai marqué contre Pont-Rouge. Ça nous a permis de les éliminer cette année-là. Écoute, à chaque fois que je leur vois, j'ai les frissons. On pensait que le toit du centre de la Croix-du-Til allait lever. C'était vraiment incroyable. Fait que, non, merci beaucoup à tout le monde. Il y a encore des très, très bons fans dans la Ligue nord-américaine. Je pense que dans les 2-3 dernières années, il y a eu un certain regain de popularité. Puis on voit ça plein, puis c'est le fun. Puis je pense que tous les joueurs apprécient jouer devant des bonnes foules avec des bons partisans. Donc, ça a été le fun. Puis ça a été une des choses qui a rendu l'expérience mémorable. Claude Morin, merci de ta présence ce soir au podcast. Ça a été très intéressant. On a connu peut-être le Claude Morin sur la glace, le prolifique marqueur, mais aussi celui qui a de la jasette. Quand même, il est rendu 9h30. Oui, moi aussi, je ne m'étais pas aperçu. On avait parlé d'1 heure, mais écoute, merci beaucoup de m'avoir invité, les gars. Ça a été très, très le fun. Vous faites un bon travail. Lâchez pas votre bon travail. Je pense que c'est bien que la Ligue puisse compter sur des gens qui parlent des activités de la Ligue comme vous. Et puis, revenir avec des anciens. Je pense que tous les anciens doivent aimer ça, faire une émission comme ça, parler des anecdotes et des bons souvenirs. Donc, beau travail, puis merci beaucoup de l'invitation. Merci, Claude. À la prochaine. Merci, les gars. Continuité. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, Claude Morin qui était avec nous, légende de la LNH, qui a joué 8 saisons dans la Ligue, membre du club des 500 points, parti de un des rares joueurs d'avoir eu 100 points, gagné la Coupe en 2009 là, avec Pont-Rouge et des Coupes Allen, la Coupe Bolton. On a eu une bonne heure et demie là, d'anecdotes et puis de plaisir là, avec Claude là, quand même. C'est quand même le fun aussi de voir des joueurs, là, l'après-carrière là, des anciens joueurs, des anciennes vedettes de la Ligue. Quand même un beau poste, un beau parcours également. Là, a joué au hockey universitaire avant de jouer dans la Ligue. Et on peut dire que comment je pourrais dire ça, peut-être que la Ligue a aussi fait des bons êtres humains. Oui. Puis super beau parcours aussi, comme on a parlé beaucoup là, justement de la NCAA, puis de comment on a un peu, on peut le dire, là, un peu été un pionnier là, chez les joueurs québécois, surtout avec le succès qu'on a connu là, de montrer là, que ça pouvait ouvrir des portes. C'est sûr que malheureusement, comme il l'a dit, le style de jeu le favorisait peut-être pas dans le milieu des années 90, mais a quand même montré justement que en ayant une belle carrière de NCAA, on peut jouer longtemps en Europe dans les grosses ligues professionnelles. Puis ensuite de ça, d'avoir la chance de le voir évoluer au Québec, là, justement, d'être une des vedettes de la Ligue pendant 8 ans. Donc, c'était une bonne entrevue et c'était un beau parcours. Yes, absolument. Donc, peut-être, Dave, en terminant, là, parler des matchs là, qui vont avoir lieu. Donc, une série demi-finale là, qui reste là, entre les Trois-L et les Pétroliers. Ça devrait se conclure dans le prochain week-end. Je pense que le 7e match, est-ce qu'il est dimanche? Ouais, donc deux ou trois matchs en fin de semaine. Il y en a un de certain jusqu'à présent, celui de jeudi soir à Laval, jeudi 20h, donc match numéro 5, 3L Pétrolier. Alors, est-ce que les 3L vont accéder à la finale ou est-ce que les Pétroliers vont demeurer en vie, prolonger la série? Si ça arrive, match numéro 6, vendredi soir, 20h à Rivière-du-Loup. On a eu, là, justement, on a vu le post là, des 3L, là, au-dessus de 4000 spectateurs en 2 matchs, un 2200 dimanche après-midi, le
l'ambiance là, au centre Premier Tech, t'es vraiment écœurante, t'es vraiment folle. Si on serait un match numéro 6, c'est sûr que du côté de Rivière-du-Loup, on aimerait peut-être mieux s'assurer d'aller en finale dès jeudi, mais si on serait un match numéro 6, ça risque d'être encore là, une super foule là-bas. Est-ce qu'on va atteindre les 3000? On sait c'est un des arénas là, où on peut atteindre 3000 personnes à Rivière-du-Loup dans la Ligue. Donc, ça s'est vu justement l'année dernière en finale. Donc, on pourrait l'atteindre vendredi si jamais ça se rend là. Également à Laval, là, on a vu que les fans n'ont pas abandonné là, sur les réseaux sociaux. Là, beaucoup de fans là, qui ont justement là, fait des posts, montré leur support comme quoi là, c'est pas fini, que Laval va remonter. Fait que ça risque d'être intéressant aussi jeudi à Laval. Et puis, comme tu l'as mentionné, si ça se rend un match numéro 7 dimanche après-midi, 16h à Laval pour compléter le tout. Donc, au plus tard, là, dimanche vers 7-8 heures, gros max, là, on va savoir là, qui va affronter les Éperviers de Sorel-Tracy en finale. Finale qui va débuter là, la semaine suivante, vendredi à Sorel-Tracy. Puis, la semaine prochaine, ce qui fait que, fidèle à notre habitude, c'est sûr qu'on va essayer là, d'avoir les deux entraîneurs-chefs des équipes en présence en finale là, pour le podcast. Donc, comme on avait... En fait, comme on a depuis qu'on fait le podcast, ça a toujours été ça la semaine là, avant que la finale commence. Fait que, on va essayer justement là, de convaincre. Là, il y a déjà Christian Deschênes là, qui est un des entraîneurs, sinon ça va être Éric Ailé là, ou Pierre Petit. Super, super. Denis Arsenault, là, j'ai montré le petit message, là, mais la capacité du centre Premier Tech qui est de 3500. Le gros aréna de la Ligue. Yes. Donc, merci à tout le monde là, de nous avoir écoutés ce soir. Merci à Claude Morin qui était un excellent invité. Merci David. Et on se souhaite du bon hockey pour le prochain week-end. Et allez encourager votre équipe. Merci et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.